Madame, Monsieur, bonsoir. En attendant le nouveau code de la famille, plein phare ce soir sur le code du travail au féminin. Indéniablement, ce mois de mars se conjugue donc au féminin, bien que le 8 de ce même mois symbolise une piqûre de rappel pour les avancées, mais aussi les retards en termes de droits des femmes. Avec son nouveau rapport sur la participation des femmes au marché du travail, le Haut Commissariat au Plan vient remettre une couche et accentuer toutes les sonnettes d'alarme qui avaient retenti jusque-là, notamment à l'occasion de cette journée internationale des droits de la femme. Et pour cause, les chiffres de cette étude sont éloquents et choquants. L'inactivité féminine formelle au Maroc a atteint 73%, soit près de 10 fois le taux chez les hommes. Et cela va sans dire que ces chiffres n'englobent pas les femmes s'activant dans le secteur informel. Faut-il rappeler à cette occasion que la participation des femmes au marché du travail est une précondition, c'est un prérequis pour que la croissance soit soutenable et inclusive. Pourquoi ce retard du Maroc par rapport aux pays qui ont un niveau de développement économique plus ou moins similaire? Ceci coûte sur le volet économique, mais aussi social. Il faut ainsi rappeler qu'une série de mesures a été entreprise par le gouvernement. Alors jusqu'à quelles mesures sont-elles appropriées pour le contexte marocain? Quid de leurs fondamentaux techniques et leur viabilité politique, mais aussi sociale? Et si l'éducation se distingue comme un facteur clé modulant l'inactivité des femmes, en tout cas selon ce rapport du HCP, comment expliquer ce contraste où les écoles d'ingénieurs du royaume affichent un taux de féminisation de 42%? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, j'accueille par Skype depuis Perpignan la professeure Amina Kchilid, enseignante-chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca. Bonsoir professeur Kchilid et merci de vous joindre à nous. Merci la Khadija pour l'invitation. Bonsoir. Et se joint à nous aussi depuis cette fois Casablanca. Elle est chef d'entreprise et présidente de l'Association marocaine de la promotion de l'entreprise féminine, Khadija Janati Idrissi. Bonsoir, toujours un plaisir de vous accueillir. Bonsoir Khadija, le plaisir est partagé. Marhaba. Et depuis Marrakech, elle est également chef d'entreprise. Sa spécialité, ce sont justement les RH. Huda Farah Gessous, bonsoir et merci de vous joindre à nous par téléphone depuis Marrakech. Merci beaucoup Khadija, heureuse de revoir mes amis sur le plateau. Merci. Alors tout d'abord, professeur Kchilid, un peu de pédagogie. On aime bien faire un peu de pédagogie dans cette émission pour comprendre. Alors c'est un rapport donc, qui émane du Haut Commissariat au Plan, ce n'est pas le premier du genre. Est-ce une étude empirique, c'est-à-dire avec des statistiques, ou est-ce plutôt une étude d'opinion, compte tenu bien sûr de la méthodologie qui a été adoptée? Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que ce genre d'étude donne juste la tendance ou ce sont des chiffres à prendre vraiment au sérieux? J'ai parcouru en fait le rapport qui a été produit par le HCP et c'est une étude qualitative. Qui dit étude qualitative, il y a eu quand même l'utilisation d'un certain nombre, un nombre important de focus group et d'entretiens. Et puis, bien entendu, qu'il y a dû avoir une revue documentaire, une analyse de documents qui existent et de données, de chiffres qui existent à travers les différentes études qui ont été menées par le HCP et d'autres organismes. Donc, c'est une étude scientifique, en fait, qui produit un état de fait et qui a... Est-ce un état de fait ou plutôt un ressenti? Parce qu'il s'agit d'une analyse sur la base de focus group. Quelle est la différence, justement, pour qu'on comprenne aussi ce que représente ce terme, la probabilité d'inactivité des femmes? Alors, il y a le taux d'inactivité ou le taux d'activité des femmes. Est-ce qu'on peut le comparer ou jusqu'à quel point on peut comparer ce taux-là avec le taux de probabilité d'inactivité? En fait, ils ont dû, dans l'étude, on ne donne pas le détail sur quels sont les outils qui ont été utilisés pour faire cette recherche. Cependant, on explique que il y a eu quand même une analyse documentaire, plus une approche terrain à travers donc des entretiens et puis des focus group et il me semble bien également des questionnaires qui ont été déployés. Donc c'est une étude qui a été faite
à la fois sur la base, en tenant compte de ce qui existe déjà en termes de données statistiques et de rapports, mais également sur la base d'un certain nombre de groupes qui ont été le fruit en fait de ce travail. Très bien. Est-ce que ce chiffre vous a personnellement choqué, 73% de probabilité d'inactivité des femmes? Professeur Kchirid. Non. Honnêtement, connaissant la situation et le contexte de l'emploi des femmes au Maroc, non, ça ne m'a pas choqué, puisque donc d'abord depuis plusieurs années, différents rapports relatent cette situation assez catastrophique sur le taux d'activité ou le taux d'inactivité en fait des femmes au Maroc. Et donc non, ça ne m'a pas choqué. Je pense qu'il reflète une grande part de la réalité de la situation, malgré le fait que il y a eu un certain nombre de programmes, de politiques, etc. Mais on voit bien que la situation reste. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolutions positives, je dirais, pour améliorer la situation et pour faire en sorte que les femmes puissent réellement intégrer le marché de l'emploi pleinement et prendre leur place pleinement dans le marché de l'emploi ou de la création d'activités d'une manière générale. Et ça, à mon sens, il y a plusieurs facteurs. Je pense que vous allez les aborder. Les facteurs sont multiples. Oui, donc, absolument. Ouais. Nous allons y revenir. Mais enfin, un peu plus tard dans la discussion, je voudrais justement faire réagir mes deux autres invités. Khadija Jannessi Idrissi, quand on parle de 73%, professeur Kchirid a parlé de manque d'amélioration, mais il faut le dire et le rappeler, il n'y a pas eu, au contraire, il n'y a pas eu un manque d'amélioration, mais il y a eu détérioration de cette condition de la femme sur le marché du travail. Est-ce que c'est une détérioration qui va en parallèle avec le marché du travail, avec les créations d'emplois, ou plutôt c'est par rapport à la situation de la femme de manière générale, c'est-à-dire que la femme travaille davantage dans le secteur informel, la femme effectivement subit de plein fouet les effets d'un ralentissement de l'économie. Comment expliquez-vous ce ralentissement de l'activité de la femme marocaine dans le marché du travail ? Alors, je pense que le recul de l'activité des femmes marocaines dans le marché du travail est dû à plusieurs facteurs. Clairement, un des facteurs, ou le principal facteur va être de manière générale la destruction d'emplois dans l'économie marocaine. Mais quand on voit justement la probabilité d'inactivité des femmes marocaines qui dépassent les 70%, on comprend clairement que dès qu'il y a destruction d'emplois, c'est les femmes qui vont être les plus touchées par cette perte d'emploi et donc qui vont être les plus à même à être mises au chômage. Et donc, les femmes, de manière générale, sont le maillon faible de la chaîne de création et de développement d'emplois au Maroc. On le voit à travers les années et à travers les programmes qui sont mis en œuvre. Ce qui est surprenant, justement, c'est que chaque année, dans toutes les stratégies qu'on apporte, les femmes sont supposées être mises au centre de ces stratégies-là, avec comme volonté de pouvoir développer leur taux d'activité, que ce soit à travers la création d'activités génératrices de revenus, la création d'entreprises ou l'insertion dans le marché du travail, mais au final, au lieu de progresser, on régresse. Et donc, c'est dire qu'il y a un élément clé auquel on ne s'est pas encore attaqué, et je pense que c'est l'un des facteurs dont on va parler, qui ne sont pas forcément en lien uniquement avec la création d'opportunités ou la formation et l'accompagnement, mais qui sont d'ordre culturel, auquel on n'arrive toujours pas à s'attaquer de façon efficace. Vous dites que c'est d'ordre culturel et cultuel. Avant de faire réagir ma troisième invitée, Houda Farah Kssous, on est en plein débat là sur la Moudouana. Alors, Moudouana, on est aussi en plein débat sur le code du travail et la femme se retrouve un peu au milieu de ces deux réformes majeures que s'apprête justement à adopter le Royaume du Maroc. Khadija Jannessi Idrissi, c'est à se demander, est-ce que finalement, vu que vous parlez de ces facteurs culturels et cultuels, est-ce que cette Moudouana en fait partie? Est-ce que le code de la famille et la réforme du code de la famille impacte aussi la condition de la femme sur le marché du travail, bien sûr dans le formel, et aussi de l'autre côté, ce code du travail, est-ce qu'il protège assez l'élément féminin?
Ben, c'est censé être le cas, bien que lorsqu'on parle de code de travail, de code de la famille, on a tendance à penser à des sujets qui ne sont pas d'ordre économique. Toutefois, les droits des femmes vont impacter automatiquement leurs droits économiques et sociaux. Une moudawana ou un code de la famille qui permet aux femmes, que ce soit en situation de mariage ou de divorce, un certain nombre de droits. Dans le droit successoral qui a disons, une certaine place qui est configurée d'une certaine manière, apportera aux femmes une plus grande autonomie, que ce soit sociale, sociétale ou financière, qui lui permettrait d'évoluer de façon plus considérable dans son activité professionnelle, mais cela permet aussi de casser un certain nombre de stéréotypes le code de la famille tel qu'il avait été pensé en 2004 déjà et sur lequel il y a un travail qui est en train de se faire aujourd'hui, assoit une certaine place pour les femmes de manière générale. Et quand ce code de la famille met les femmes, leur donne une personnalité morale qui est indépendante, solide et capable d'être autonome, bah forcément ça agit sur la perception des femmes dans notre société, ça agit sur la culture, les traditions, et donc ça libère quelque part un peu plus les femmes pour pouvoir se développer économiquement. Oui. Houda Farah Kessous, pour pouvoir se développer économiquement, il ne suffit pas de mettre en place des lois, il suffit aussi, enfin, l'application aussi du secteur privé est tout aussi centrale et fondamentale. Est-ce qu'on le sent? Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises, soit par la CGM ou par d'autres organismes privés, mais on le voit encore. Les chiffres sont parlants. Si on parle de 73% d'inactivité des femmes, c'est que aussi le secteur privé, est-ce qu'il joue complètement aussi son rôle? Écoutez, secteur public et secteur privé, pour le moment, parce que le public essaie de sous-traiter un maximum et variabiliser un maximum de services, n'est pas non plus cette situation. Je rappelle les mêmes chiffres qui ont été sur l'étude de l'HCP. On parle de 110 000 emplois créés annuellement, qui est une moyenne annuelle entre 2010 et 2019, contre sur une population active chaque année de 375 000 de personnes. Donc là, on a vraiment un déficit, on a 265 000 personnes actives qui sont sur le marché du travail, qui n'ont pas accès à des emplois stables, fixes et durables. Donc, ça nous fait, d'année en année, on a plus de personnes et qui va faire en sorte que nous aurons des taux d'inactivité qui sont très, très élevés. Pour pouvoir le faire, il n'y a pas 30 000 façons, il y a deux façons de le faire. Soit on crée de l'emploi, et là, on va créer de l'emploi dans le secteur public et dans le secteur privé, avec des projets qui sont très rentables et qui sont et qui vont pouvoir recruter un maximum de personnes, ou on va aller vers l'entrepreneuriat. Dans les deux cas, ça fait partie de la stratégie gouvernementale depuis des années. Il y a énormément de mécanismes qui ont été mis en considération, subventions des investissements, il y a des aides, des grants, il y a énormément de mécanismes. Mais si on voit un peu les chiffres de l'HCP, on voit très bien que ces mécanismes n'ont pas vraiment donné satisfaction et que là, on doit revoir les axes de développement et qu'à mon avis, ça doit être de la productivité. On doit ramener de la productivité, on doit ramener de la loi qui va garantir... Mais là, du coup, quand vous dites qu'il faut ramener de la productivité, Houda Farah Kessous, il n'y a pas d'approche genre pour ramener de la productivité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est endémique à tout le tissu économique. Là, on est en train de parler d'un problème structurel qui touche les deux genres. C'est intéressant quand même de mettre quand même la lumière sur ce point qui est, à mon sens, essentiel pour comprendre aussi pourquoi on en est là. C'est-à-dire que si on en est là, c'est qu'effectivement, comme l'a rappelé Khadija Jannati Idrissi, il y a eu des destructions d'emplois. Si on en est là, c'est que notre économie ne produit pas assez d'emplois pour couvrir les besoins des hommes comme des femmes. Oui, effectivement, c'est dans les deux sens, mais qui va en souffrir le plus, c'est la femme, c'est pas l'homme. Parce que comme l'homme, culturellement, c'est lui qui est le provider, c'est lui qui doit fournir et subvenir aux besoins de sa famille, c'est lui qui va être au devant
et qui va aller chercher du travail, et que la femme, s'il y a des enfants, c'est elle qui doit s'occuper de la femme, parce que déjà les salaires qui sont offerts ne sont pas très intéressants, et le coût de la vie, en plus avec l'inflation et le manque de scolarisation préscolaire, vont faire en sorte que c'est la femme qui va prendre les différents jobs, le babysitter, l'aide ménagère et la maman. Exact. Une réaction, professeur Kchirid, d'abord par rapport, je voudrais vraiment vous interpeller sur ce lien, en fait, finalement, c'est un triptyque, on parle du code de la famille, on parle du code du travail, et on parle aussi du tissu économique marocain. Parce que si on dit qu'effectivement l'inclusion de la femme coûte des points de PIB, il faut déjà les créer, ces points de PIB. Oui, en fait, les facteurs sont multiples, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que là, dans l'étude, on met l'accent sur l'éducation. Effectivement. Il y a également, bien entendu, que des femmes pas suffisamment éduquées, l'étude prouve qu'elles souffrent davantage de la problématique du chômage. Alors que quand les femmes accèdent à l'éducation supérieure, on voit bien qu'elles n'ont pas moins de difficultés à accéder quand même au marché du travail. En dehors du facteur de l'éducation, à mon avis, il y a toutes les normes sociales et le poids de la famille et un homme qu'on a éduqué pour qu'il puisse en fait épouser une femme, travailler, ramener ce qu'il faut à sa famille. Et donc, du coup, ça c'est quand même bien installé dans les normes sociales. D'une part, d'autre part, l'environnement n'est pas protecteur pour les femmes. C'est-à-dire quand les femmes vont travailler, dans la majorité des cas, elles vont quand même subir un environnement qui est parfois violent, non protecteur. Elles ne bénéficient pas forcément d'un travail décent, bien rémunéré, avec une protection sociale, etc. Et en fait, les femmes font le calcul quand elles se marient, quand elles voient qu'elles ont une responsabilité familiale, des tâches ménagères, l'éducation des enfants, etc., le calcul, il est vite fait. Et donc, elles préfèrent rester à la maison que de travailler. Donc, les facteurs sont multiples, mais je rajouterais également qu'il y a ce qu'on appelle en fait quand même un environnement impacté par ce qu'on appelle la masculinité toxique, c'est-à-dire un homme, il est courageux, il a de la force, etc., mais parfois, il fait de la pression et de l'intimidation et donc la femme se retrouve également dans ces situations où elle est obligée de faire avec parce qu'elle n'est pas dans un environnement protecteur. Ça, c'est très important. Sans oublier que, en fait, les ressources stratégiques de production qui sont donc le foncier et l'argent, ils sont dans la majorité des cas également entre les mains des hommes. Donc, comment voulez-vous ? Alors, bien entendu que le Maroc, ça fait des années que le taux de croissance reste assez faible par rapport à une main-d'œuvre, par rapport à une jeunesse qui est sur le marché du travail et qui cherche un emploi, et que la production de la valeur n'est pas suffisante et n'est pas créatrice de suffisamment d'emplois dans lesquels tout le monde va pouvoir trouver sa place. Exact. Et voilà, donc ça, c'est un élément important. Donc, comment faire que cet environnement peut devenir créateur de valeur. Et quand il deviendra créateur vraiment de valeur, aussi comment faire en sorte que les femmes bénéficient de cette création de la valeur et qu'elles ne se retrouvent pas toujours en fait à assumer des emplois précaires et qui ne répondent pas forcément à leurs capacités, à leurs compétences. Oui, c'est pour ça que en fait, c'est des emplois précaires, c'est des emplois peut-être qui sont ou peut-être qu'elles sont surqualifiées, Khadija Janati Idrissi, pour ces emplois, mais on le voit aussi, quand bien même elles sont sous-qualifiées, si on prend en considération l'aspect éducation pure dans l'équation, on le voit, c'est-à-dire que même si elles sont qualifiées, elles ne finissent pas automatiquement sur le marché du travail. Justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce n'est pas un sujet de formation, d'accompagnement ou d'initiative et de programme de soutien. Vous avez bien mentionné tout à l'heure le taux de femmes, de jeunes filles dans les bancs des écoles supérieures. Oui. Ça avoisine les 45%. C'est-à-dire que la moitié pratiquement des étudiants et étudiantes en école supérieure, en université, sont des femmes. Or, un chiffre qui montre le paradoxe qui est
que l'une des études qui datait de la fin des années peut-être 2017-2018 montrait que 7 femmes sur 10 sur le marché de travail n'avaient pas de diplôme. C'est clairement dire qu'aujourd'hui, ces femmes qui sont formées, qui ont une éducation, sont perdues. On ne les retrouve pas sur le marché de travail. Ou alors, on les retrouve dans des emplois informels. Et quand je dis de l'informel, ce n'est pas uniquement l'informel classique, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'e-commerce qui se fait, il y a beaucoup de e-commerce ou petit commerce aussi qui se font, et donc ce ne sont pas forcément, d'abord on les voit pas, c'est pas comment je vais dire, c'est pas du formel. Enfin, durable, c'est pas gratifiant. Oui, c'est pas gratifiant, mais en même temps, ça fait vivre une famille. C'est-à-dire, quand on dit que ces femmes-là sont dans l'informel, ça ne veut pas dire qu'elles sont dans la précarité automatiquement, vous en conviendrez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas complètement noircir le tableau, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont dans l'informel, parce que tout simplement, cet informel-là, il veut dire qu'elles ne déclarent pas leurs revenus. Je ne parle pas des femmes qui sont surexploitées dans les usines sans qu'on les déclare, etc. C'est un autre cas. Mais il y a des cas aussi de femmes qui sont dans l'informel, mais qui se portent bien. Oui, alors oui, c'est une réalité, quoique c'est une très petite minorité. Alors, oui. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut aussi qu'on voit le tableau dans sa globalité. Et il y a une évolution de l'activité des femmes à 2 niveaux. Au moment où on a des femmes qui évoluent dans des milieux d'entreprise, où on voit beaucoup plus de directrices générales, de présidentes qu'on ne le voyait avant, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public. Et donc, ça devrait normalement indiquer une certaine capacité des femmes à briser le plafond de verre qui a existé pendant des années et donc aller au-delà de la limite qui était fixée à un moment. Mais de l'autre côté, on voit un taux d'inactivité qui évolue, mais surtout une probabilité d'inactivité. Et pour moi, vraiment, cette notion, elle est très importante. Il y a une probabilité d'inactivité des femmes qui s'établit à 73%, quand pour les hommes, ça avoisine les 5-6%. C'est énorme comme gap. Quand on va voir un peu dans le détail et on décortique, on trouve qu'à diplôme égal, entre hommes et femmes, ou alors à niveau d'enseignement, même à pas de diplôme, les femmes ont plus de 80% de chances d'être inactives. Or, pour un homme qui n'a pas de diplôme, il a moins de 7% de chances d'être inactif. Et donc, c'est là où on comprend que le sujet n'est pas un sujet d'éducation, n'est pas un sujet de capacité ou de courage. C'est un sujet, comme on a dit tout à l'heure, de perception. Peut-être le dernier point qui va un peu dans ce sens-là, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a des femmes aujourd'hui qui travaillent, que ce soit dans le formel ou l'informel, et qui prennent en charge des familles. Eh bien, figurez-vous qu'avec tout cela, la notion de chef de famille s'applique uniquement sur les hommes. Et c'est ici qu'on va voir disons, le vase communicant entre le code de la famille, le code du travail et tous les droits économiques et sociaux ou la situation des femmes, où en reconnaissant une femme, en donnant à une femme le statut de chef de famille dans le code de la famille, en mettant en place un congé de paternité dans le code de travail et pas uniquement un congé de maternité, tout cela va nous aider à améliorer la situation économique des femmes et leur activité dans le milieu de l'emploi, parce qu'on va jouer non seulement sur les lois, mais aussi sur les paradigmes et la perception des femmes. En parlant de perception, ce qui est intéressant, j'aimerais bien vous faire réagir toutes les trois, mesdames, sur cette étude du HCP pour les femmes célibataires sans diplôme ou d'ailleurs diplômées ou un diplôme moyen. Elle présente un taux d'inactivité, un des taux d'inactivité les plus élevés. Là, on parle de 75%, par exemple, dans l'oriental, 53% à Casablanca-Stade. On peut comprendre que le profil des femmes inactives sont principalement des femmes ayant des enfants, qui prennent soin un peu du ménage ou de ces enfants. Là, on peut comprendre que le taux d'inactivité est élevé. Mais quid de cette donnée sur les femmes célibataires? Peut-être une réaction, je commencerai par Houda Farah Ksous, c'est une réaction par rapport à ces données en particulier. Oui, déjà le marché de travail n'est pas très attractif, il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi, donc célibataires qui viennent d'avoir leur diplôme ou sont d'un certain âge ne vont pas forcément trouver un accès rapide.
Mais aussi, je voulais revenir sur la partie, tout à l'heure, on parlait de culture et de mindset marocain. Il faut aller un peu, le Maroc n'est pas fait que d'urbain, il est fait de semi-urbain et de rural aussi. Sur le rural, on a un taux d'activité qui est intéressant quand il s'agit d'agriculture. D'ailleurs, dans l'oriental, primordialement sur les agrumes, les femmes travaillent, même avec son saisonnalité, ils travaillent très très bien. Dans d'autres régions, un peu moins. Là, quand on va prendre, par exemple, Casablanca, qui est un milieu très urbain et très industrialisé, on va trouver beaucoup de travaux de femmes dans les industries manufacturières qui ont besoin de petites mains, on va dire, sans même de qualification. Et donc, dans le semi-urbain, que vont faire les femmes? Donc, on n'est ni village, ni ville. Que vont faire ces femmes-là? Il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Et en plus, s'il y a des opportunités à faire, c'est principalement, la priorité, c'est aux hommes. Et deuxièmement, c'est le mindset. On ne va pas laisser les femmes aller chercher du travail ailleurs. On ne va pas les aller... ils vont rester dans le mindset, vous vous mariez et après, vous prenez des décisions en tant que couple, mais pour le moment, c'est un peu plus difficile. Et encore le mindset. J'ai eu le plaisir de parler à énormément d'associations qui travaillent pour l'autonomisation des femmes dans plusieurs régions, et même pour venir et participer au bootcamp pour apprendre de nouvelles choses. On parle de upskilling, reskilling, de donner des compétences supplémentaires à ces personnes pour qu'elles aient une chance de rentrer sur le marché du travail. Les familles ne les laissent pas forcément partir pendant 3 jours, 4 jours. Comment voulez-vous qu'ils partent et trouver des opportunités un peu ailleurs? C'est une question de marché aussi. C'est une question le marché est petit. Il faut aller ailleurs pour trouver un nouveau marché. C'est pas aussi facile pour les femmes que c'est pour les autres. Donc, voilà, ça a été soulevé aussi par le rapport du HCP, cette contrainte du refus familial. Ce qui se comprend, c'est une contrainte, encore une fois, comme le disait tout à l'heure Khadija Janati Idrissi, c'est une contrainte qui est culturelle, qui est sociétale, avec la société que l'on a. C'est-à-dire, mais est-ce que cela rentre aussi dans l'explication de la causalité ou la relation de causalité entre le statut marital et le statut d'activité? Khadija Janati. Justement, en revenant à cette probabilité d'inactivité, et quand on fait le zoom sur l'âge, on va trouver que pour les femmes, c'est une courbe en U, où effectivement, la probabilité va être très, très élevée pour les femmes célibataires et pour les femmes qui ont plus de 50 ans. Or, pour les hommes, c'est une courbe qui est totalement linéaire, où la probabilité augmente avec l'âge qui augmente. Et donc, on peut imaginer que c'est dû à la capacité physique, la disponibilité ou un certain nombre de choses. Alors, pour les femmes, il y a effectivement les lois, nos lois, notre code de travail, qui peut être perçu comme paritaire sur les papiers, dans le document, dans son essence. Mais son application, la culture au sein des entreprises, elle est très loin d'être paritaire ou neutre sur le plan genre. Naturellement, on aura, bien sûr, en plus du fait que le marché en général, le marché de travail est plus hostile aux personnes fraîchement diplômées ou sorties d'école sans expérience, qui se trouvent en général être ou dont les femmes célibataires font partie, mais les entreprises, une grande partie des entreprises, pour ne pas généraliser, va être beaucoup plus sceptique au recrutement d'une femme célibataire, pensant que quand elle va se marier, peut-être que le mari va refuser qu'elle continue à travailler, peut-être qu'elle devra se déplacer avec lui pour s'installer dans une autre ville, elle sera amenée à tomber enceinte et donc un congé de maternité et l'absence d'une ou plusieurs ressources de l'entreprise peut constituer éventuellement un handicap. Et donc, ce sont des discriminations qui sont appliquées au quotidien vis-à-vis des femmes. Et ça ne s'arrête pas uniquement au niveau des recrutements, ça continue aussi au niveau des promotions et des évolutions de carrière. Et ça,
ni la loi qui le dit, ni le code de travail qui le dit, mais c'est justement la composition de notre société qui fait que, quand une femme va se marier, elle a plus tendance à se déplacer pour accompagner le mari s'il n'habite pas dans la même ville. Si elle tombe enceinte, forcément, il y a le congé de maternité, donc elle devra ne pas travailler 3, 6, parfois 12 mois quand elle n'a pas d'aide pour pouvoir s'occuper de l'enfant. Et donc, l'entreprise prend cela en considération, mais pas de manière positive. En préparant les outils nécessaires ou le dispositif nécessaire pour encourager ces femmes-là. Les entreprises, certaines, pas toutes, le prennent en considération de manière plutôt péjorative, où on va privilégier le recrutement d'un jeune homme plutôt qu'une jeune femme, parce qu'on va penser que en prenant un homme, on va pas forcément être confronté à ces sujets-là, et donc on va pas toucher à la compétitivité ou la productivité de l'entreprise au moment où c'est aussi un sujet économique. Et donc c'est pour ça que je reviens pour dire il ne suffit pas de changer les lois. Les lois sont très importantes, elles mettent le cadre. Elle impacte aussi, comme on a dit tout à l'heure, la perception, mais il est très important de faire un travail de fond sur les mentalités et la manière avec laquelle les femmes sont perçues en société. Et révolu est le temps où les priorités sociales attribuées par la société aux femmes sont justement la gestion de la famille. Si nous aspirons à des familles équilibrées, à des enfants équilibrés, qui deviendront demain des citoyens équilibrés, il faut qu'ils soient éduqués par le papa et la maman. Et donc, il en va du projet de société que nous voulons, au-delà de permettre aux femmes d'être plus actives sur le milieu de travail. Alors, mais du coup, comment on fait cela, Khadija? Comment on peut faire cela? Comment on peut changer une culture? Est-ce que c'est un sujet dont on parle mais on le voit, c'est-à-dire, est-ce qu'il suffit pas de mettre en place des politiques publiques pour atteindre ces objectifs, d'ailleurs, qui ont été même soulevés dans ce nouveau modèle de développement? On parle d'un taux d'activité à 45%, donc on en est très très loin. Comment persuader cette société marocaine, ces sociétés marocaines, parce qu'elles sont plusieurs, on n'en est pas une seule, selon les régions, selon les catégories socio-professionnelles, urbain, rural, bref, comment les convaincre de l'importance de cette inclusion efficiente à 100% de la moitié de la société dans le tissu économique. Je vais peut-être interpeller professeur Kchirid sur cela. Oui, merci Khadija. Moi, je rejoins ce qui a été dit par les deux autres intervenantes. En fait, effectivement, c'est pas parce qu'on va changer les lois que cela va impacter rapidement cette situation. Les lois vont poser un cadre, mais comme les normes sociales sont assez lourdes et les traditions, la culture bien ancrées, etc., il me semble qu'il y a vraiment un travail en profondeur au niveau de la sensibilisation et développer ce qu'on appelle une masculinité positive, c'est-à-dire que qu'il puisse y avoir en fait une valorisation et une acceptation du travail de la femme aussi même quand le mari travaille et voir que la femme quand elle travaille, elle a toujours un impact positif sur sa famille, sur ses enfants, sur son environnement. Donc il y a vraiment un travail en profondeur en termes de sensibilisation pour que les normes sociales et sociétales changent. Sans cela, ça va être difficile. D'une part, d'autre part, il me semble que aussi il est important réellement de mettre entre les mains des femmes les ressources de production, comme je le dis tout à l'heure, c'est-à-dire le foncier, l'argent, l'accès à la propriété, etc. Parce que c'est aussi ça qui donne de l'élan aux femmes pour pouvoir créer, faire des choses et prendre leur autonomie. Quand elles n'ont pas les ressources entre leurs mains, elles dépendent. Et donc, cette situation de dépendance va créer qu'elles vont composer avec ce qui se présente. Et donc, et pour cela, il y a véritablement un travail de sensibilisation en profondeur à faire pour changer ces mentalités. En plus des réformes et de la loi qui peut poser un cadre qui permettra en fait à ce que la femme puisse vraiment trouver sa place pleinement dans notre société. Je voulais réagir tout à l'heure sur le taux d'inactivité des femmes célibataires. Il me semble que dedans, il y a également, quand elles sont jeunes, celles qui font des études.
Parce que les femmes, quand elles font des études, généralement, elles vont très loin. Et il me semble que également dans ce taux, il y a cette catégorie de femmes qui sont en train de faire des études de master, de doctorat, etc., et qui sont en fait inactives. Hein. Voilà ce que je peux dire en complément par rapport à ce qui a été dit par mes deux amies intervenantes. On n'a pas évoqué justement parmi les facteurs qui ont été aussi cités dans cette étude, ce sont les conditions de travail, y compris les inégalités salariales. Et là, pour le coup, c'est vraiment, on est tous égaux. Enfin, je veux dire, en tant que pays et en tant qu'État, les inégalités salariales, c'est pas un phénomène qui est propre au Maroc. Mais est-ce que c'est un défi supplémentaire pour ces femmes-là qui cherchent à s'intégrer dans le milieu professionnel? Houda Farah Hessous. Sûr. Si un homme va toucher 50% plus que la femme dans le même milieu du travail, parce que lui, il va ramener du muscle, mais il va aussi ramener de la continuité parce que cette femme doit prendre un congé de maternité, elle ne sera pas opérationnelle 26 jours du mois. C'est certain que ces inégalités vont jouer sur le taux d'activité. Quand il y a une opportunité, on va prendre les femmes mariées. Si la femme et l'homme ont accès au même travail, certainement c'est l'homme qui va être choisi et il va toucher plus. Même si elle va être choisie, elle va toucher moins. Et donc, il y a un coup d'opportunité. C'est lui qui va devoir sortir et elle va s'occuper des autres tâches ménagères. Il y a aussi l'étude évoque aussi l'hostilité au sein des établissements ou objets de l'étude. Les femmes ont bien exprimé qu'à part la partie inégalité du salaire, il y a aussi de l'harcèlement, il y a aussi l'hostilité. Et moi, ça me rappelle une conférence qui a été organisée par le Centre arabe des études et qui parlait de cas de Turquie et de cas de Syrie et de cas de Yémen où ils ont tout fait. Ils ont fait des programmes pour encourager l'insertion des femmes dans le milieu de travail. Ils ont développé des programmes d'accompagnement, de compétences, de reskilling. Et ces femmes, quand ils ont été recrutés, ils ont trouvé que le milieu du travail était tellement hostile que ça ne valait pas le coup pour leur mental, pour leur morale, pour la qualité de leur vie, ça ne valait pas le coup. Et qu'en fin de compte, l'inactivité était beaucoup plus saine physiquement que l'activité économique. Donc, ça dépend. On voit beaucoup de reconversions qui s'opèrent dans le milieu du travail. Vous voyez, il y a des personnes qui étaient, on va les appeler sissoutes, qui avaient des responsabilités assez importantes, qui se reconvertissent en autres designers, des femmes qui vont faire du traiteur et faire autre chose parce qu'ils vont se retrouver avec ces flexibilités, avec cette capacité à gérer leur temps et leurs ressources. Ce qui n'est pas le cas dans le milieu du travail. Dans le milieu du travail, spécialement en privé, il faut produire. Il faut produire. C'est pas aussi évident. Donc, il y a énormément, moi, à mon avis, l'étude a mis en avant beaucoup de recommandations et beaucoup de causes qui vont faire en sorte qu'il y a de ces inégalités. Est-ce qu'on peut les éradier? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut changer la loi pour dire, voilà, on va aborder tous les sujets, on va les identifier, on va trouver des solutions? Et est-ce que ça va marcher? À mon avis, pas forcément ça va marcher parce que la conjoncture, elle change, les comportements changent. Vous l'avez dit, on n'a pas droit à une seule société, on a plusieurs sociétés, on a énormément de régions et d'affinités et de différences entre les régions. Il y a aussi la digitalisation de l'économie. Il y a énormément de personnes, comme Khadija l'a bien évoqué, qui travaillent qui font de l'e-commerce, qui font des services en ligne, qui vendent leurs services en ligne et qui ne sont pas comptabilisés dans tous ces chiffres-là. Peut-être que déjà, pour qu'on puisse débattre d'une façon plus efficace, qu'on fasse un échantillon beaucoup plus représentatif et qu'on va voir
réellement sur plusieurs régions. Quelles sont ces personnes-là qui sont inactives? Qu'est-ce qu'elles font de leur journée? Est-ce qu'elles sont en ligne? Est-ce qu'elles vendent, des produits sur des marchés d'une façon informelle? Est-ce qu'elles travaillent à mi-temps? Comment est-ce qu'elles gèrent leur inactivité ou activité? Ou est-ce que c'est un travail à plein temps à gérer la famille? Donc, ouais, mais c'est pour ça qu'en fait, justement, quand on parlait au tout début sur la nature même de cette étude, qu'elle soit plus qualitative que quantitative, on comprend aussi que effectivement, cela risque, c'est pour ça que j'interpellais le professeur Kchelid au début, c'est pour ça que ce chiffre-là peut induire un peu en erreur, c'est-à-dire se dire, est-ce que ces femmes, c'est 73% des femmes se retrouvent donc sans emploi, alors qu'il faut vraiment nuancer ce chiffre, c'est-à-dire elles sont sans emploi formel. Effectivement, c'est sans emploi formel. Et le Maroc, il y a quelques années, il y a 20 ans, il était à 90% en informel. Maintenant, on parle de 50, c'est déjà pas mal. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont marché. Malheureusement, j'ai un désavantage. Je n'arrive pas à entendre ce que dit le professeur Kchelid. Et donc, oui, c'est à titre indicatif. Le problème est là. Il y a réellement des inégalités pour l'accès des femmes au marché. Il y a une loi qui n'est pas très flexible. Il y a des besoins de femmes qui ne sont pas satisfaits. On va prendre en considération le mi-temps ou le travail à distance, qui est devenu maintenant une tendance à l'international. Même avant le Covid. C'est très difficile de le faire en Maroc. Pour des raisons d'assurance, pour des raisons de place de choses, mais on le fait quand même, mais c'est très difficile de le faire. Peut-être que ces femmes n'ont pas besoin d'un travail à plein temps, peut-être que ces femmes ont besoin d'un travail à mi-temps. Peut-être qu'on a besoin de s'adapter, donc chaque loi, elle est là pour régir les affaires d'une société à un temps T. Ces lois, normalement, doivent évoluer avec la société et doivent évoluer avec la conjoncture et le contexte économique. Et c'est là qu'on a besoin d'écosystèmes pour pouvoir améliorer ces lois et rendre au moins équitable la chance à tous les citoyens pour aller sur le marché du travail. Et je rappelle encore une fois que le Maroc est une société en général qui est beaucoup plus macho que d'autres, et donc c'est toujours la priorité aux hommes, malheureusement. Et les femmes sont là juste pour le support et non pas forcément chefs de famille, alors que réellement elles sont là, elles sont chefs de famille. On le voit, on a énormément d'exemples chaque jour, des femmes qui prennent en charge l'ensemble de la famille étendue, même pas la petite famille, et qu'en fin de compte, elles ne sont pas considérées comme telles parce qu'il ne faut pas le dire, parce que c'est le mari qui est normalement le chef. Qu'est-ce qui va lui arriver en tant comme membre de la société marocaine? Il y a aussi un mindset qui doit changer, il y a une culture qui doit évoluer. On comprend aussi qu'il y a des hommes qui ne veulent pas travailler, c'est bien, mais on comprend qu'il y a des femmes qui veulent travailler. Et on doit leur donner leur chance pour travailler. On doit les encourager à au moins trouver, expérimenter comme ils l'ont fait les autres et trouver un emploi. Ça peut ne pas être pour subvenir aux besoins d'une famille, mais c'est pour la personne qui veut être productive et qui veut aussi se former, grandir et aller de l'avant. Donc, moi, ce qui me touche le plus, c'est l'inégalité qui est là. Les causes sont multiples, mais l'égalité est là. Exact, l'inégalité est là, l'inactivité aussi, elle est là. Et ça fait partie, justement, vous avez très bien résumé un peu l'une des recommandations du Haut Commissariat au Plan, c'est-à-dire c'est le fait de promouvoir cette culture de l'égalité, même si ce concept est très complexe, compte tenu de la complexité aussi de notre société marocaine, de cette culture marocaine et de ses traditions. On a peu parlé des traditions, mais de ces traditions marocaines. Khadija, si vous permettez, moi je suis chef d'entreprise et je vais vous donner un exemple. Moi, je voyage énormément pour mon travail. La première question que les gens me posent quand je suis à l'étranger,
où est-ce que vous avez laissé vos enfants? Avec qui vous avez laissé vos enfants? Est-ce qu'on posera cette question à un homme? Non, certainement pas. C'est une inégalité. Voilà. Voilà. C'est un très bel exemple et en tout cas, il est très parlant surtout. Je vois qu'Amina Kshiride a réagi. Oui, je dans rejoins l'instant, tout à fait Khadija quand elle, par rapport à son vécu. Pareil, moi, j'ai déjà entendu, et vos enfants, ils font quoi pendant ce temps-là? Et votre mari fait quoi? Etc., etc. Il y a quelque chose de culpabilisant. Quand une femme travaille, qu'elle prend de la responsabilité, qu'elle gagne de l'argent, qu'elle soit dans une position d'activité, etc., l'environnement, d'une certaine manière, à un moment donné, il va lui renvoyer de la culpabilité. Quelque part, tiens, mais au lieu d'être dans votre famille, dans votre foyer, en train de vous occuper de votre famille, vous êtes ailleurs. Et ça fait partie justement de la pression sociale et des normes sociales qu'il va falloir combattre. Donc, et c'est un facteur très lourd à porter pour les femmes. On a oublié de parler de d'autres facteurs. On a parlé de la violence à l'extérieur, dans le boulot, etc. Mais la problématique de transport, donc, qui peut être véritablement un facteur décourageant pour les femmes d'aller travailler. Également, le fait qu'il n'y a pas suffisamment de crèches et de structures d'accueil pour les enfants, qui soient à proximité, qui soient accessibles financièrement. Ça aussi. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que… oui, il reste le système D quand même. En fait, il ne leur reste finalement que le système D. Que le système D, exact, ou composer avec ce qui se présente. Exact. Parce que la femme, elle est dans une situation de fragilité, donc elle va composer avec ce qui se présente. Elle n'est pas suffisamment dans une posture solide, forte, dans un environnement protecteur, qui va faire qu'elle va s'imposer et elle va revendiquer ses droits et elle va prendre pleinement sa place. Exact. Un dernier mot, Khadija Janati Idrissi, pour clore cette belle discussion. Non, moi je voudrais juste revenir sur le fait que ce n'est pas uniquement un sujet de loi. Donc les lois mettent les bases, interviennent un moment sur les perceptions, mais le plus gros travail doit se faire au niveau de l'application des lois, parce qu'aujourd'hui, même avec le Code de travail de 2004 qui a été considéré par toutes et tous comme une très grande avancée, plusieurs parties de ce Code de la famille, ne sont pas appliquées comme il se doit par les juges eux-mêmes, dépendamment des backgrounds personnels aussi. Donc, il y a la loi, mais il y a son application. Et puis, il y a toute la partie créer un environnement qui est non hostile à l'activité et à l'autonomie des femmes de manière générale. Amina a cité le transport, mais il n'y a pas que le transport. Il y a tout l'écosystème, toute la société qui devrait être revue de manière à devenir moins hostile aux femmes. Et puis, il y a aussi un élément important qui est créer le débat autour des familles et ne pas rester dans un débat figé homme-femme. Mais aujourd'hui, c'est un sujet de famille ici. L'exemple des crèches est très parlant. On aborde le sujet des crèches que lorsqu'on parle des femmes, comme si la gestion des enfants était quelque chose qui était la responsabilité exclusive des femmes. Et donc, si elle veut travailler, elle n'a qu'à se débrouiller pour trouver où mettre ses enfants pour pouvoir travailler. Or, c'est un sujet famille. Donc, je pense qu'il faut placer le débat sur la place qu'on veut donner aux femmes dans la société, dans le cadre d'un projet de société. Quel est le Maroc que nous souhaitons vivre, avoir, construire sur les 10-20 prochaines années, et comment est-ce que les femmes et les hommes ensemble peuvent contribuer pour avoir des familles équilibrées et donc des hommes et des femmes épanouis dans le milieu familial et dans le milieu professionnel aussi. Absolument, et on n'aura pas besoin d'un 8 mars pour le rappeler. Je pense que c'est notre rôle aussi, vous, en tant que société civile. Je rappelle que vous êtes présidente Khadija Janati Idrissi de l'Association marocaine de la promotion de l'entreprise féminine. Vous êtes également dans la société civile, professeur Kshiride. Pareil pour Madame Farah Ksous. Enfin, et c'est notre rôle aussi en tant que média de rappeler. Et je pense que c'est en rappelant aussi qu'on peut bouger les choses, commencer à aussi faire bouger ces mentalités
pour que tout simplement tout le monde en sorte gagnant. Je vais finir par cela. Merci beaucoup. Merci professeur Kshirine, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci Khadija. Merci à vous également Khadija Janati Idrissi. Merci à vous. Et mes remerciements vont également à Huda Farah Ksous. Et on s'excuse si vous avez un peu de mal à entendre Madame Kshirine. Merci en tout cas pour vos interventions fort pertinentes. Très bien. Merci. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.